copier, quoi. Enfin bref. Tel jour, à telle heure, tout ce monsieur arrive, monsieur Lenormand, et celui-ci n'a pas fait dans ses notes, enfin bref. Bon, si, il y avait une trouille terrible, hein. Et alors, tu sais, c'est pissouillé. Alors, bon, je dis bonjour à ce monsieur, puis il dit, vous me présentez les tickets, parce que chaque boucher avait ses dossiers de tickets. Alors, lui, il contrôlait, je dis, oui, ben ça va, tout ça. Vous savez, je dis, monsieur, les bouchers, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce ne sont pas des... Ah, ils font ça comme ils peuvent. Parce qu'on avait des petits tickets qu'on devait coller à Dara. Ouais, des mieux qu'ils peuvent. Hein. C'est pas aligné comme... Bon, oui, bien sûr, il dit, je comprends ça. Puis alors, on parle, là, ils sont contents de terminer, on parle, il reste un petit peu, là. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait. On parle... je dis que je suis musicien. Il m'a demandé où j'habitais, monsieur. Vous êtes musicien, il dit. Ah bon, bah c'est bien ça, il dit. Qu'est-ce que vous jouez? Bah, je dis, je joue la trompette d'harmonie, hein, un petit village, là, une petite harmonie, vous savez, une cinquantaine. Et alors, il m'a fait savoir qu'il était le directeur de l'orchestre du concert de l'Opéra de Lille. Alors on a parlé musique, il est venu plusieurs fois contrôler, il venait tous les ans à peu près. Moi j'étais là en 41, 42, 43, j'étais 3 ans. Et tu vois que c'est bizarre, hein. Il ne payait pas de mine pourtant, il était bien. Ah oui, il dit, c'est pas par quel hasard que ce poste-là, c'était une orchestre de guerre, quoi, parce qu'il y a beaucoup de parties, mais... Alors, de fait, chaque fois qu'il venait, on parlait musique. Ah. Et alors, donc, comment ça se passe pendant ces, donc à peu près 4 ans, hein? Je vais avoir le débarquement. Oui, ben, moi, si tu veux, je vais te dire, j'étais très heureux d'aller travailler, bon, d'amener un petit peu, parce que on avait 50 kilos, 60 kilos de viande et alors, combien de temps? On avait environ 600 clients. On a eu des tickets jusqu'en 49. Ouais. Et alors, on avait du travail pour une journée. Les gens venaient, ils savaient que c'était ouvert à 2 heures, et ils venaient toucher leur ration, c'était, le soir c'était terminé, il n'y avait plus rien. Donc, si j'ai pu emmener un petit peu d'argent à la maison, je ne sais plus combien je gagnais, mais enfin... Alors je partais à vélo à Cisoin, par ce mauvais pavé, là, et je mangeais. C'est là que je voyais arriver le jeune homme rougissant. J'avais une gamelle que ma mère faisait, c'était toujours les mêmes pommes de terre. Mais enfin, comme j'étais au centre d'abattage, j'avais un bifteck tous les jours. La dernière bête que les gars tuaient juste avant midi, vers 11h, là, il y a un... Ah bah ouais, on appelle ça le faux filet, c'est un bifteck à l'intérieur de la bête qu'on peut manger tout chaud, c'est 30. D'ailleurs, on voyait les nerfs de la viande bouger encore. Oh ben non, mais c'est bon, c'est le faux filet, c'est super à manger. Alors on mangeait toujours ça au café. Là. Et alors, bon, j'étais heureux, moi, pendant ces années de guerre, je ne peux pas me plaindre. Je travaillais même le samedi matin, je revenais le samedi midi. Et alors, t'as votre maman? Alors, moi, j'ai eu faim. Ah oui, au contraire de nous. Oui, parce que... Oui, enfin, j'ai eu faim, tu sais. Il y avait plus malheureusement. Il y avait des gens qui achetaient de la nourriture au marché noir. Mais chez mes parents, ça ne se faisait pas, quoi. Alors on avait des tickets de pain, je ne peux pas te dire combien de grammes, c'était pas beaucoup. Alors, il n'y avait pas de beurre, parce que les débrouillards réussissaient à trouver du beurre dans les fermes, mais les fermiers qui étaient malins conservaient plutôt leur beurre pour les gens de la ville qui payaient très cher. Il y avait des tickets de toutes sortes. Hein. Alors on avait des tickets... Oui. Pour les adultes, pour les enfants, c'était notre catégorie, les J3. Moi j'étais J3. Junior. Alors J3 par exemple, j'avais quand même une plaque de chocolat par mois, quand même le J3. Ça dépend de l'âge. Oui, J3, alors
peut-être que c'était 14 ans, 18 ans, et J3, je ne pourrais pas dire exactement. Et il y avait par exemple, il y avait les travailleurs de il y force. avait par exemple de la confiture d'orange pour certaines Pas catégories. beaucoup, hein, oui, bon. Oui, il y avait des... Alors, du pain, donc c'était du mauvais pain, pas de beurre. Ben, maman passait du pain dans des moules à gaufres, tu sais. En fait, comme si on faisait du grille-pain, on mangeait ça comme ça. Bon, alors du lait, ça ma foi, puisqu'on habitait la campagne, on pouvait prendre un bon bol de lait avant d'aller à l'école, au collège quoi. Et on avait des tickets pour le charbon également. On n'avait pas beaucoup de charbon, on ne pouvait pas chauffer de 6 heures du matin à 22 heures. Alors maman n'allumait pas le feu le matin, je partais à l'école sans avoir été chauffée. J'étais contente d'arriver à l'école il faisait bon. Bon. Alors, des tickets de viande, on n'avait pas beaucoup de viande par semaine. On avait peut-être le mardi une tranche de pâté, par exemple, le jeudi un petit peu de saucisson, et un petit peu de viande le samedi, un petit peu de viande le dimanche. Attends, je vais faire une petite intervention. Nous, les repères, chez nous, quoi, papa était encore relativement jeune. Moi, j'avais 19 ans, Gilbert en avait 16, on était un. Il y avait des cochons dans toutes les maisons. Et quand on allait tuer, on était demandé par des clients, hein, partout. Il y avait des semaines où on tuait 5 cochons. Ouais, mais tu tuais les cochons, le lendemain, il fallait faire toute la charcuterie. Ouais. On faisait du boudin, on faisait du pâté, on faisait de la saucisse, hein, pour ces gens-là. Et alors, on ne demandait pas d'argent pour le travail, mais on demandait un morceau de lard. Là, c'était le troc, quoi. C'était le... Il n'y avait pas moyen de payer autrement. Bon, on avait une voile de lard, où on avait des côtelettes, où on avait de la saucisse, où on avait du boudin. Donc, si tu veux, tous les jours, on avait un petit peu de viande. Mais chez moi, plus, c'est-à-dire, chez Denis, ça ne se faisait pas ça. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pas grave, hein. C'était notre effort de guerre, si tu veux. On ne faisait que ça. Il y a eu bien plus malheureux que ça. C'est pour ça, j'ai jamais eu faim pendant la guerre, j'ai eu faim d'elle-même. Et alors, il disait à m'en manger faim. C'est une idée. C'est pas une idée. Bien sûr. Elle disait ça, d'essayer de me contrôler. Alors, j'étais très maigre. Tu vois, elle s'en est toujours ressentie bon moment. Hein, c'est ça que je suis si maigre maintenant. Non, mais après, je me suis bien rattrapé. Bon, c'était pas grave en comparaison de tout ce que les gens ont subi et de tout ce que les résistants ont subi. Et les malheureux qui ont été emprisonnés et qui sont allés dans les camps de concentration, alors là... Mais pendant il s'est installé un... Tu sais, sitôt que ça s'est mis en route, cet allemand là, avec la direction allemande, il y en a qui ont toujours essayé de rouler les Allemands, tu sais. Le système de roues, le système français. Et alors faire du troc, comme tu dis, faire des échanges et vendre pour gagner du fric. Il y a des gens qui sont toujours à l'affût de tout ça. Il faut être casse-cou, il ne faut pas avoir peur. Il y en a qui ont fait du marché noir, les commerçants. Ils ont fait du marché noir, et il y en a qui se sont enrichis. Et ça existe toujours, il y a des gens qui souffrent, et les autres qui peuvent garder. Et alors, cette histoire avec le gars que vous avez protégé chez vous. Ah oui, d'accord. Ça se situe quand? Alors, ça, c'est sitôt l'évacuation. Donc, on est revenu avec lui le 4 juin, et il est resté à la maison jusqu'au 2 juillet. 40 donc. Ça, c'est en 1940, parce qu'il ne pouvait pas retourner chez lui. Tu sais, il y avait quand même des combats, enfin, donc, si pourtant la guerre s'est terminée, enfin, il n'a pas pu retourner chez lui avant, par exemple, le 2 juillet. Bon, on l'a donc gardé à la maison. Les parents l'ont nourri à l'œil, hein. Bon, encore la même chose, ça piquait pour lui, hein. Alors, il fallait qu'on partage, nous, le peu qu'on possédait. Bon, il est reparti chez lui. Mais mes parents ont sauvé un tas de gens. Bon, voilà. Sitôt qu'on était rentré d'évacuation, on a vu des colonnes de prisonniers venant qui partaient en Allemagne. Donc ils passaient ici, à Chéran,
et ils passaient à Bézieux, des colonnes entières, des Français, des Anglais, alors avec les Allemands évidemment, qui les conduisaient à pied en Allemagne, en passant par la Belgique bien sûr. Alors, à ce moment-là, là on n'avait pas encore les tickets si tu veux, c'était sitôt l'évacuation. Les tickets ont été institués après par les Allemands, je ne peux pas te dire exactement à quelle époque de 1940, mais là c'était juin, il faisait beau, c'était une belle année, c'était le moment des cerises, je me souviens. Et puis alors on venait à vélo, Robert et moi, entre autres quoi, avec d'autres personnes, avec des paniers de bouchées, avec des sandwichs. On faisait des sandwichs et on distribuait ça aux prisonniers qui passaient. Ça, on en fait aussi. Tout le monde le faisait. Vous le faisiez à Chéran. On avait même il y a une moitié de la rue, ils descendaient. Il y a une solidarité terrible, mais c'est ça, c'est tout à fait normal. Oui, mais il y en a qui ont été plus malins, il y en a qui ont réussi à se sauver en passant des yeux. Oui, mais en se sauvant en passant des yeux, j'arrivais à Cisoing. Donc à Cisoing, les gens savaient que chez Denis, on accueillait, c'était une boucherie, hein. À ce moment-là, on pouvait encore abattre, hein. On accueillait des gens, mais ils ne restaient jamais longtemps. Ils arrivaient par exemple un soir, ils dormaient à la maison, le lendemain maman lavait leur linge, et ils repartaient dans la journée. Je parle des Français. Bon, Robert, lui, qui était jeune homme, le soir, il s'en allait faire un petit tour au café, et puis pendant la nuit, on entend que Robert rentre. Oui, parce que je vais t'expliquer une chose aussi. Comme on pensait qu'on allait détruire la maison, on avait emporté à l'évacuation tout ce qu'on pouvait. Et alors, sur les voitures, on avait pris des matelas. On avait emmené nos matelas. Seulement, nos matelas, ils sont restés perdus, puisqu'on est revenu à pied, on n'a pas pu revenir avec nos matelas. D'ailleurs, on a été pillés, hein, bon, peu importe. Alors, comme il n'y avait plus de matelas, mes parents ont réussi à fabriquer pour eux un matelas avec de la paille, de la courte paille. Et puis, après, ils ont réussi aussi à faire un petit matelas pour un lit d'une personne. À cette époque-là, j'ai donc logé dans la chambre de mes parents. J'étais grande, j'avais 14 ans. Mais comme il n'y avait plus de toile pour fabriquer des grands matelas, j'ai dormi là. Et Robert, lui, avait quand même encore un matelas. Bon. Alors, Robert s'en va au café. Et là, il y avait un Anglais. Un Anglais, c'est pire, hein, celui dont j'ai parlé avec Thomas. Lui, il parle un petit peu français avec un accent déplorable. Frédéric Simpson, il disait Freddy. Alors, il dit à Robert qu'il ne sait pas où aller. Alors, Robert lui dit, ben, tu viens chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Freddy, ben, en étant au café, Frédéric Simpson était au café, où était Robert avec d'autres. Mais il ne savait pas où aller loger, voilà, il s'était sauvé c'est ça. de la colonne de prisonniers et il était arrivé à Cisoing. Parce que pendant la guerre, en 39-40, il paraît qu'elle était cantonnée à Cisoing. Moi, je n'ai pas connu, évidemment. Alors Robert lui dit, ben, c'est rien, tu reviens chez moi il y a des lits. Le voilà arrivé, mais lui ne savait pas que mes parents y logeaient déjà des soldats français. Alors il dit à Freddy, ben, le lit de mon frère et ma belle-sœur est libre, puisque Zélie était partie en évacuation avec ses parents. Il prend son matelas sur son dos. Robert, là-bas, il prend un matelas sur son dos qu'il nous a raconté. Moi, je ne le voyais pas. J'étais dans la chambre de mes parents. Il arrive dans la chambre de Zélie. Il y avait un gars dans le lit. Alors il dit, excusez-moi. Bon, ben, c'est rien, il dit à Freddy. On va aller dans la chambre de ma sœur elle dort avec mes parents. Il arrive avec son matelas dans la chambre de Freddy, dans ma chambre, il y en avait deux. Bon, ben c'est rien, il dit tu vas dormir avec moi. Alors Robert, il a dormi avec Freddy. Mais moi, le matin, je me lève. La chambre de mes parents, elle était tout au bout. Il fallait traverser la chambre de Robert pour descendre. Je traverse la chambre de Robert, je tourne la tête, je le vois, premièrement, il n'était pas beau. Mais moi, j'étais au courant de rien. À 14 ans, tu dors bien, j'avais pas tellement entendu, il avait venu. Et alors, quand je suis descendu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cet homme dans le lit de Robert? Ah ben c'est un Anglais. Les Français pendant ce temps-là se sont levés, ils ont déjeuné, se dit maman fait leur lessive, ils sont partis l'après-midi, les trois Français. Mais Freddy, il n'était pas question qu'il retourne en Angleterre. Par où veux-tu passer pour retourner en Angleterre? Ben c'est rien, tu vas rester ici.
Alors encore en plus que mes parents. Alors il y avait Paul Mayer et il y avait Freddy Simpson. Alors tu sais, mes parents, vraiment chapeau. Hein. Comme charité, il n'y a pas mieux. Alors on a gardé Frédéric Simpson un bon moment. Oui, mais lui, il était toujours enfermé à la maison, mais ça ne lui plaisait pas. Et puis une fois, il est sorti. Et dans un café, il y avait des Allemands à ce moment-là dans le café. Il y a quelqu'un qui a dit tout haut, cet Anglais loge chez Denis. Alors il n'a plus osé, Robert était là, hein, il n'a plus osé revenir chez mes parents, il est allé loger chez d'autres personnes, mais mes parents continuaient à lui donner de la nourriture. Il y en a toujours qui sont pour dénoncer les gens. Oui, oui. Tout le monde n'est pas 100%. Non, patriote, hein. mais l'anglais il faisait de mal à personne, il ne pouvait pas retourner chez lui pour l'instant. Alors il est resté quand même plusieurs mois. J'allais même faire mes devoirs d'anglais chez la personne chez qui il logeait. Il me donnait un coup de main. Donc vous continuez à les revoir quand même. Oh oui, j'allais lui porter à manger, j'allais lui porter sa viande. Sa viande ou sa nourriture, quoi. Et puis, un jour, il a été dénoncé aussi. Il a dû se sauver encore dans une autre maison. Et puis ensuite, c'est monsieur le maire de Louville, qui faisait partie de la résistance, qui est venu le chercher pour le conduire à un endroit donné pour partir en Angleterre. Mais je me demande par où, par l'Espagne, j'ai l'impression. Il partait par l'Espagne. On n'a jamais pu entendre parler de lui. Je crois qu'il s'est fait tuer certainement. C'était un jeune, hein, c'était un gars d'une vingtaine d'années. Tu crois que c'est pas possible de retrouver sa tombe dans les parages? Ah mais il a été tué, qui sait où? En Espagne ou sur la Manche ou je ne sais pas. On n'a jamais pu entendre parler de lui. Tu penses bien que s'il avait vécu, même s'il n'a pas pu nous écrire pendant la guerre, tu sais bien qu'après il serait venu chez nous, ou bien il nous aurait écrit, ou alors il faudrait être vraiment d'une ingratitude, surtout qu'il était très ami avec Robert. On n'a jamais pu entendre parler. Paul Maillard, lui, est retourné chez lui, on en a entendu parler pendant un petit moment. Alors voilà, tout ce que mes parents ont fait, mais au point de vue charité. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est de lui que vient la phrase, la célèbre phrase, voulez-vous promenade avec moi? Ah non, c'était pas, ah non, il n'aurait pas osé me proposer ça. Non, non, c'était des soldats qui traînaient dans la rue, que ça soit un Anglais ou que ça soit un Allemand, parce que les Anglais, c'est les soldats, tu sais, quand ils sont en groupe, ils sont toujours très francs. Un gars en particulier, il ne dit rien. Mais là, quand ils sont plusieurs, voulez-vous promenade avec moi, ça? Tu sais, ils avaient des petits manuels pour apprendre des phrases toutes faites. Oh non, ça c'est... Ils demandaient quelque chose, de trouver une fille facile. Trouver une fille facile, hein? Ben oui. Ils étaient loin de chez eux. Et puis... Même Paul Maillard, hein, il était marié. Eh bien, moi j'ai su qu'il connaissait une jeune fille à Templeuve. Il a, je ne sais pas s'il a eu des relations sexuelles avec elle, ça ne me regarde pas. Mais quand il était reparti, elle est venue pleurer à la maison. Et il lui avait promis le mariage, tu comprends, pour obtenir une satisfaction. Mais c'est honteux. Enfin, je sais pas, tu sais, il y a des gars, hein, enfin, il y a des gars qui sont pas très gentils. Mais c'est peut-être tout ça à cause de la guerre. Bah oui. Alors un homme ne peut pas se passer de femme. Tu Alors sais, je vais te dire, hein, la guerre, c'était avec ces prisonniers, il y en a qui ont des 4 ans et plus prisonniers. Il y a des ménages qui ont été fichus en l'air, ça. Les femmes, il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont été fidèles, qui sont restées. il y a des femmes, oui, heureusement. Mais il y en a d'autres qui... Heureusement. Oh oui, ça a détruit des ménages, il faut bien penser. Tu sais bien que les gars, ils sont partis à la guerre en septembre 39 et ils sont revenus en mai 45. Et par contre, presque 6 ans après. Hein. Dans le sens inverse, Il il y a des prisonniers français qui se sont mariés là-bas. Oui. Oui. Bon. Voilà. Alors tu me demandais comment on a vécu la collaboration. Bon, je t'avais déjà parlé des tickets de rationnement. Je vais t'expliquer comment ça passait. À la mairie, on nous distribuait des feuilles. Alors c'était des tout petits timbres, et alors avec des grammes, qui marquaient par exemple, toutes des petites feuilles avec 50 grammes. Alors
des viandes, le sucre, enfin tout ce que tu peux penser en aliments, du pain, quoi encore, bon, enfin, du textile, parce que c'est la même chose, des chaussures. Bon, on avait donc des tickets, mais on n'en était pas bien riche. On avait notre ticket pour un mois, il fallait un petit peu arranger notre histoire. On avait le droit par exemple à 100 grammes de pain par jour et par personne. Donc on allait à la boulangerie, on détachait les petits tickets, on donnait nos tickets à la boulangère, elle nous donnait, elle pesait bien son pain pour pas nous donner 10 grammes de plus, parce qu'il fallait qu'elle s'arrange pour avoir son contingent de nourriture. Comme ça pour le pain, pour la viande, on n'en avait pas beaucoup, le textile, encore moins, et puis les chaussures, encore moins. Alors les chaussures, on a fabriqué des chaussures avec des semelles de bois, parce qu'il n'y avait plus de cuir. Alors c'était des chaussures en toile avec des grosses semelles de bois. C'était beau. Ils ont fait une chanson, j'aime le tam-tam des semelles de bois. Le chansonnier a fait ça. Il aimait bien entendre les femmes qui marchaient avec des semelles de bois. Ça faisait un beau petit bruit, la femme. C'était assez lourd, hein, comme à porter. Alors des vêtements. On retournait les vêtements, les mamans décousaient les robes, bon pour les enfants qui grandissaient, on enlevait un ourlet, on allongeait la robe, on a fait un tas d'astuces. On mettait un tissu d'une autre couleur, on mettait un biais, on mettait un ourlet d'une autre couleur, alors on se promenait avec du bleu pâle, du bleu marine. On a fait On détricotait ces vieux pulls verts. On en retricotait d'autres avec la laine frisée, ça allait bien. On avait des chaussures que dessus c'était du carton. Ouais. Du carton. Et la semelle c'est des semelles de bois. Oui, ben j'ai raconté. Bon, avec des stries pour que ça soit un petit peu mobile. Hein, on aurait dû conserver aussi ça, mais on ne peut pas tout conserver. Bon. Donc on a souffert de la faim. Je ne sais pas s'il y avait des tickets pour le tabac, je me demande. Ah oui, bah bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, je ne sais pas. Mais certainement pas beaucoup. Même des tickets pour les boissons, il y avait des tickets pour le vin. Alors les tickets, on en a eu jusqu'en 1949. Je me souviens, c'était à la naissance de ton père, c'est tout. On a été libre. Parce que sinon, si tu veux, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pendant la guerre. Comme on ne pouvait pas acheter beaucoup de choses, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On faisait, on faisait pas d'économie. Bon. Du sucre, hein, on n'avait pas beaucoup de sucre. On avait 1 kilo de sucre par personne par mois. Quand on s'est marié, j'ai compté les morceaux de sucre, il y avait 180 sucres. On avait donc 6 sucres par jour. Tu me diras, c'était pas uniquement pour boire du café, c'était aussi bien, on écrasait ça avec une bouteille, si on essayait de faire un petit peu de gâteau, il nous fallait un petit peu de sucre. C'était contingenté, je te dis, on n'était pas gros pendant la guerre. On touchait un petit peu de jeu. Alors du café, il n'y en avait pas. C'était de l'ersatz de café. C'était quelque chose d'innommable, peut-être de la chicorée, je ne sais pas. Et au-dessus, il y avait peut-être 20 grains de café. Au-dessus du café. Alors si tu veux, tu pouvais moudre ça, tu pouvais réussir à te faire une bonne tasse de café pour un mois. Pour une personne. Oui, ça n'a pas, pour nous les jeunes, ça n'a pas été des grandes privations. Je n'ai pas souffert du café. Bon. Si c'était maintenant, j'en souffrirais plus, mais à l'époque, bon. Mais du lait, je l'ai peut-être dit hier, excuse-moi si j'ai déjà dit, en habitant la campagne, on avait du lait, quand même un bon bol de lait, à ce moment-là, j'aimais bien du lait. Ça, mais dans des situations extrêmes, on compose, hein. Tout le monde fait face à tout ça, il n'y a rien à faire. Alors, avec les Allemands, bon, à la maison, comme on avait logé des Nord-Africains en 1937, parce que eux, les Nord-Africains sont venus construire les beaux blocos qui n'ont pas servi. Noirs. Oui, à la maison, c'était des Nord-Africains. Oui, toi, c'était un Sénégalais. Donc, on avait des chambres disponibles, on a dû loger de Nord-Africains. Pendant la guerre 39-45, on nous a imposé 2 Anglais, mais là, avec les Anglais,
ça se passait bien, c'était des amis. Mais après l'évacuation, on nous a imposé 2 Allemands. Ah ouais, bien Alors sûr. là, ça ne marchait pas si bien. Les chambres étaient répertoriées. Hein. Oui, mais À la chez mairie, nous, c'était pas gênant. Ils ne passaient jamais par la cuisine. Quand ils sortaient de l'escalier et traversaient le bureau, ils sortaient dans la cour. Bon. Eh bien, ça s'est passé. Ils sont restés Tu quelques sais, années. pour les Allemands, les ennemis des Allemands, c'était les communistes. Hein. Et alors, par exemple, ici en Stein, bon, chez Chiron, il y avait des communistes, enfin une petite proportion, mais en Stein, c'était un village où il y avait beaucoup de communistes. On disait en Saint-Lary. Et le maire, pourtant, c'était pas un communiste 100%, non, je crois pas. Et au contraire, quand les Allemands sont arrivés pour demander la liste de tous les communistes, Parce qu'il est déporté, les communistes. Ça, on des savait. communistes, j'en connais pas, il y en a en Stein. Il y en a pas. Il y en avait beaucoup. Il a été déporté pour ça. Mais lui, on l'a déporté. Oui, les Allemands Déporté punissaient. en prison, ils étaient en prison à Doullens. Ah, je ne sais pas. Mais il n'a pas été déporté en Allemagne. Non, après, il aurait été libéré. Non. Non, mais les Allemands faisaient un tas de représailles. Donc, les Allemands, si on avait commis une infraction quelconque, ils nous punissaient. C'était le soir, on ne pouvait plus sortir à partir de telle heure. Et une fois, on était punis tout un dimanche. Il y a un gars de Chirance, il y a un communiste. Lui, c'est un communiste, travaillait à l'usine de fil. Alors, vraiment un communiste, hein, lui. Il connaissait. C'est surtout par les communistes que la résistance a démarré. Hein. C'était les ennemis des Allemands. Et alors, lui, il y avait quelques copains. À la taverne lilloise, à l'entrée de la rue de Béthune, c'était un beau café de les officiers allemands. Se réunissaient. Et il s'est emmené, il y a une grenade qui a explosé. Et puis il a réussi à ficher le camp. Et alors, pour tromper les Allemands, il est parti volontaire en Allemagne. Hein, pour essayer de... Mais les Allemands sont allés le rechercher là où il était arrivé, en Allemagne, pour le ramener à Paris, le juger vite fait, bien fait, et puis le fusiller. Il s'appelle Jean Auchin. là-bas. Il y a la rue Jean Auchin. Oui, c'est la rue de Gruson. La rue pour la Gruson. Rue Jean Non, Auchin. lui, Alors, bon, les Allemands, sinon, n'étaient pas trop méchants avec les civils, à condition qu'on ne les ennuie pas. Fallait pas leur lancer des cailloux, tu vois, bien entre nous, hein, les hues. Et... j'en ai qu'il faut parler avec Robert, cet acte de oui, Jean Auchin, lui, il a eu tort de faire ça. Bon, qu'est-ce que... Ben, s'il y a eu un Allemand tué ou deux... À quoi ça arrive? Mes frères il devait bien savoir que pour 2 Allemands tués, on allait prendre 20 otages. Mes frères ont fait de la résistance, mais ils ne me l'ont jamais dit. Mes parents étaient peut-être au courant, moi on ne me le disait pas pourtant, ils n'avaient pas besoin d'avoir peur, mais je veux dire, moi on en parlait, mieux ça valait. Je ne l'ai su vraiment qu'à la fin, au moment de la libération. Parce que là, à ce moment-là, ils ont mis un brassard FFI, Force Française de l'Intérieur. Ils se promenaient donc dans les rues avec ça, et là on leur a donné des armes. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Par exemple, ils étaient postés dans le cimetière de Sisoin-Quénomont, comme Robert disait, bon bah tout d'un coup il arrive un chargement. J'avais un fusil, je n'étais pas sûr qu'il allait partir. Alors, va-t'en, alors s'ils se mettent à tirer sur un char, ben le char, lui, il va envoyer des obus dans le village, il va tuer. Non, si, c'était des trucs, ils n'étaient pas tellement bien commandés. Mais eux, ils ont fait par exemple sauter des petits bouts de rail pour empêcher des trains de passer. Mais heureusement, ils n'étaient pas à Asque. C'était entièrement, quoi. À Asque, ça a été terrible parce qu'ils ont fait sauter les rails. Malheureusement, c'était un train de SS. Les SS, c'était des têtes brûlées. Ils se sont répandus dans le village. Ils ont été frappés à toutes les portes, faire sortir tous les hommes, soi-disant pour déblayer la voie. Les hommes sont arrivés sur la voie à Asque. Ils les ont tués. Ils ont massacré. 86.
Alors là, c'est terrible, le massacre d'Ax. Et- C'était le 2 avril 44. Et ont réussi à retrouver les officiers et sous-officiers SS qui avaient ordonné le massacre d'As. Ils sont allés les chercher et les juger ici à Lille. Ils ont été jugés à Lille. Après la fin de la guerre. Oui, là, c'était fou. Sur les Allemands n'étaient quand même pas si mauvais, mais les SS, bon, ben, les sections spéciales. Tu sais, il y a des Allemands Ils qui faisaient la guerre parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ouais, Ils n'étaient pas plus. Ils n'étaient rien que ça. Mais nous, dans le village, non, les Allemands, bon, on les entendait, mais enfin, on les entendait défiler, ils défilaient. Bon, moi je trouvais qu'ils défilaient bien, défiler aux pommes, quand à les admirer. Je n'admirais pas l'armée allemande, mais j'admirais leur discipline. mais là, j'ai pleinement admiré les Écossais, parce qu'en 39-40, il y a des Écossais qui stationnaient dans Cisoing, et ils allaient à la messe le dimanche en défilant. Alors là, c'était beau, voir leurs petits jupons qui volaient au vent, c'était mignon. Comme on avait vu défiler les Nord-Africains en 37, alors eux, là, avec la Chéchia, et puis là, alors ils avaient, je ne sais pas comment on appelle, avec un bélier, presque comme la Légion. Ouais. Alors ils défilaient, mais c'était beau aussi à défiler. Il y avait un chef qui lançait, je ne peux pas expliquer. Le chef des majorettes. Ils Ouais, avaient ouais. Le bâton, là. le Ouais, bâton, c'est ça. ils lançaient le bâton. Bon, donc nous, si tu veux, on a vu défiler les légions étrangères, c'était la Légion étrangère en fait, en 37. On a vu défiler les Anglais, les Écossais, mais malheureusement après, on a vu défiler les Allemands. Et alors, ces Anglais, ces Allemands qui logeaient chez toi, ils ne restaient jamais là dans la journée. Non, non, Ils rentraient le soir pour dormir. ils venaient. Ils étaient très Ils ne polis, prenaient hein. pas de repas. Si tu voulais pas leur parler, leur parlais On pas. ne leur c'est parlait tout. pas. Ils ne prenaient pas de repas. Et eux-mêmes, dans la journée, ils ne revenaient pas. Puis, alors, avec ma copine, je dis, pendant qu'il n'est pas là, on devrait aller faire un petit tour dans sa chambre, regarder. Bon, on est entré dans sa chambre, c'est pas très beau d'entrer dans la chambre d'un jeune homme pendant son absence. Là, on s'est aperçu qu'il avait une couette sur son lit, parce que nous n'avions jamais vu Ils connaissaient de pas les couette. couettes. Ah, nous, c'était connaissaient des les draps et des couvertures. ouais. Alors, eux, ils avaient donc une couette. Et puis, alors, on a vu une belle boîte préparée. On a ouvert la boîte. Pas joli non plus de faire ça. C'était une belle combinaison en soie qu'il voulait sûrement envoyer à sa fiancée. Elle s'appelait Margaret ou Margaret, je ne sais pas exactement. Et alors, il y avait des lettres qu'elle lui envoyait avec 2 cœurs, c'est pas beau, hein, faire travail, ça. 2 cœurs percés d'une flèche. Et puis alors, elle signait donc un nom comme Margaret. Et puis, il y avait bien drôle d'avoir une fiancée, ce moi, garçon, il s'appelait Werner. Werner Nowak. Et puis, bon, c'est tout. Et Si tu veux, je ne sais pas Mais, si c'est un genre de Tu résistance. sais, les Tout Allemands ce qu'on a fait comme résistance pendant la qui guerre. logeaient chez nous, que ce soit chez Ouais. nos mamans ou C'est chez pas nous, grand-chose. ils avaient tous le même principe. Ils rentraient pour le soir, bon, ils se débarbouillaient un petit peu. Comme je te dis, si tu voulais lui offrir quelque chose, une goutte de café. Ah oui, nous, non, même pas. Ouais. Mais puis c'est tout, il faisait sa toilette à la bonne saison, Je sais il même pas le nom promenait de un petit l'autre. peu dans la cour, là, je me souviens. Et alors, il dormait Mais à c'est deux. tout, il ne tenait pas... À deux dans le même lit. Qu'est-ce que tu veux, à la guerre comme à la guerre. C'était mon lit, en fait. Parce que moi, je dormais dans la chambre de mes parents. Non, ben, il avait fallu... parce que vous avez une grande maison. On avait une grande maison, on avait 7 chambres. Et vous aviez des punitions des fois. Avec Oui, ben, les Allemands. punitions, ben, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, ça va Couvre-feu. On ne pouvait plus sortir à partir de telle heure. Et puis... Ouais. Bon, alors, bon, un jour, mon frère, il faudrait que je lui en reparle à mon frère Albert. Le 11 novembre, il a mis le drapeau. Il a mis le drapeau bleu, blanc, rouge, accroché à la maison. Mais qu'est-ce qu'il courait comme risque, hein, pour montrer qu'il était français. Mais sinon, nous, tout ce qu'on avait de beau avoir, ce n'était pas le drapeau français, c'était un beau drapeau allemand avec une grosse croix gammée sur la commandanture de Cisoing. Et il y en avait Mais- aussi à Chéran.
Il y avait Oui, une à commandanture à Château Chéran, de Perse, sur le château. qu'on a apporté longtemps. pour ça. Et là, tu Ouais. connais l'histoire de mon frère Robert, bon, ça va dire en raccourci. Mon frère Robert est né en 1919, il faisait donc partie de la classe 39 qui n'a pas été mobilisée, parce que les soldats étaient mobilisés à l'âge de 20 ans. Lui, il est né au mois de novembre. Et alors, il y avait 3 contingents. Par exemple, les enfants nés, par exemple, de janvier à avril, enfin, ainsi de suite. C'était mis en 3 contingents. Les 2 premiers contingents de 39 ont été mobilisés. Mon frère Robert, qui avait préparé son pactage depuis toujours, qui rêvait d'être soldat, de servir à quelque chose, parce que dans le temps, on disait que si on n'avait pas été soldat, on n'était pas un homme, n'a donc pas été appelé. Il était vraiment vexé de pas être appelé et de pas faire quelque chose. Alors, il voulait vraiment faire quelque chose. Bon, il servait à la boucherie, il a donné un coup de main à mon père, puisque mes 2 autres frères étaient mobilisés. Papa, qui était plutôt souffrant, a été aidé par Robert. Mais en mai 40, quand on est rentré de l'évacuation, on n'avait pas de nouvelles de nos frères qui étaient soldats. Et on a vu sur le journal qu'il y avait un Albert Denis qui était prisonnier à Rennes. Robert est parti à vélo à Rennes, muni d'un papier de la commandanture de Sizouin, avec un bon cachet, disant que la population avait besoin d'un boucher, puisque mon papa était souffrant. Il est donc allé à vélo à Rennes, ce n'était pas mon frère. Il est revenu à Sizouin. Pendant ce temps-là, on a eu des nouvelles de mon frère, qui avait été fait prisonnier, qui était en Lorraine. Il a donc été redemandé un papier. Bref, à l'autre bout de la France. Ah, ben Oui, sans se il est comprendre. reparti donc en Lorraine, à vélo, toujours avec son papier. On a dit qu'il manquait un tampon, parce que les Allemands sont très forts pour les tampons, un tampon de la commandanture de Lille. Alors, il a dit qu'à cela ne tienne, je m'en retourne à Lille chercher un tampon, et puis il a dit à mon frère Albert, s'il avait pu parler à Albert, je viens te libérer, je viens te libérer. Il est allé à Lille à la commandanture, il a eu son 2e tampon, il est reparti à vélo. Je ne te dis pas l'état du vélo, parce que les vélos, quand il y avait plus, on ne trouvait plus de rustine, quand il y avait des fuites, alors il mettait 2 pneus, l'un au-dessus de l'autre, évidemment pas les 2 trous l'un au-dessus de l'autre. Bon, ou bien alors on mettait des chiffons, enfin, il a roulé dans quelles conditions, il est reparti là-bas, il a fait beaucoup de kilomètres. Et puis, arrivé là-bas, on a dit, on ne libère plus les prisonniers. Alors mon frère Albert, déçu, lui, il attendait ça, il a été extrêmement déçu, hein, désolé. Alors Robert a dit, ben ça fait rien, je vais prendre ta place. Alors ils sont allés dans les toilettes, ils se sont déshabillés, et puis Robert a pris la place de son frère Albert comme prisonnier. Bon, les autres copains ont bien vu que c'était pas le même. Il a mis les copains au courant, mais ça fait rien. Albert a repris le vélo, et Albert est revenu à Sizouin. Mais comme mon frère Robert était débrouillard, il a réussi 1 an après à se faire verser comme faisant partie de la Croix-Rouge, lui qui ne savait même pas faire une piqûre, soi-disant qu'il était dans la Croix-Rouge, il a été libéré. 1 an après, il est revenu à Sizouin. Bon, ça fait rien. Alors donc mes 2 frères sont revenus à Sizouin. Et donc eux, ils sont entrés dans la résistance tous les 2, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne le savais pas. Alors à la libération, Robert, lui, il était policier parce que pendant la guerre, on n'avait pas beaucoup de viande. Donc, si tu veux, mon père n'avait pas besoin de 2 fils pour lui donner un coup de main. Robert a cherché du travail. Et puis Robert s'est marié. Donc, il s'est marié, il fallait qu'il gagne sa vie. Mon papa ne pouvait pas lui verser un salaire. Il est donc entré dans la police. Et là, le chef de la résistance lui a ordonné de voler les armes dans le commissariat de police de Lille où il était affecté. Il a volé les armes et puis a distribué les armes à ses copains, des pistolets, je ne sais pas quoi. Bon, ça s'est bien passé parce que c'était la fin de la guerre.
Sinon, lui, il risquait gros. Là, il a été félicité par la suite, quoi. Hein. Il lui a donné une médaille pour avoir fait ça. Mais sinon, ses collègues lui ont dit, bah, tu sais, quand ses patrons se sont aperçus qu'on avait volé les armes, hein, bah, je ne sais pas quel genre de punition. Dans la résistance, il y a eu beaucoup de casse-cou, hein. Des fonceurs, hein, c'est ça. Tout le monde n'avait pas cet esprit-là. Hein. Au moment de la libération, alors il y a eu des abus, ils ont voulu faire l'épuration. Et puis alors, d'abord, ils ont voulu punir les filles qui étaient amoureuses des Allemands. Parce que c'est arrivé, des jeunes filles qui aimaient les Allemands. Ils ont fait l'Europe avant l'heure. Et puis alors, ma voisine était fiancée avec un Allemand. Alors ils ont dit, on va aller chercher Mademoiselle Mouveau. Mais mes frères trouvaient ça absurde. Enfin, il faisait partie d'un groupement. Robert est donc allé prévenir Mademoiselle Mouveau en lui disant, sauvez-vous, ils vont venir vous chercher. Mais elle a demandé la permission de venir se cacher chez nous. Donc elle est venue se cacher chez nous en passant par l'arrière. En sortant d'une chambre, par exemple, chez elle, elle arrivait sur une plateforme. Nous, c'était 2 maisons mitoyennes. Elle est montée sur la plateforme chez nous, elle est rentrée dans la chambre, et puis alors on m'a demandé de lui tenir compagnie. Elle s'appelait Hans, elle m'a raconté qu'elle l'aimait, bon ben cette fille, elle était sincère, hein. Bon, elle n'était pas collaboratrice, mais la voisine d'en face, qui avait bien vu le manège, qui avait vu que Robert allait la prévenir, elle a peut-être entendu même qu'il disait, je sais pas quoi, elle était toujours à sa fenêtre, dans le sillon. Et quand les FFI sont venus sonner chez Mouveau, elle a dit, parce que Mme Mouveau a dit, ben, ma fille n'est pas là, elle a dit, elle se cache chez Denis. Ils sont donc arrivés chez nous, ils sont venus la chercher. Bon, elle est partie en pleurs. Ben, moi aussi j'ai pleuré quand elle était partie. J'étais tellement... Oh non, parce que mon frère Albert, lui, s'est insurgé. Lui, c'est un grand gaillard qui se faisait respecter. Il a dit, mais vous allez faire rire de vous, faire des choses pareilles. Puis mon frère Albert, lui, il a toujours aimé les femmes. Bon, ben, les femmes, on les aime avec des cheveux. Hein. Voir une pauvre femme sans cheveux. Maintenant, bon, toi, t'aimes bien Sigourney Weaver, qui n'a pas de cheveux. Mais à l'époque, c'était une affaire extraordinaire. Donc Albert s'est insurgé et a dit on ne coupera pas les cheveux, on ne les a pas coupés. Mais moi, je suis partie de la maison par le jardin. Au bout du jardin, il y avait 2 FFI avec des fusils qui attendaient Mademoiselle Mouveau, qui pensaient qu'elle allait s'enfuir par là. Pour te dire, alors là, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça même très bête, enfin. Voilà. C'est surtout une honte pour une femme. D'avoir les cheveux puis alors on les reconnaissait ces femmes-là. Vous avez déjà vu des films. Il faut un certain temps. Alors elle mettait un foulard, après elle mettait un foulard parce qu'il faut que ça repousse. J'ai connu une dame de Bourguel, mais bon, je l'ai connue. Bon, elle est décédée maintenant. Je l'ai connue. Mais si vous voulez, après, ses cheveux étaient très beaux d'ailleurs. Et peut-être que quand on rase les cheveux, après ils repoussent, ils sont encore plus beaux. Mais à Bourguel, donc ils ont coupé les cheveux des filles. Alors on les promenait dans le village avec leurs cheveux. Quelle honte! Bon, à Cisoire, à Gérin, ils se sont promenés. Hein. Oui, mais on n'a pas coupé les cheveux. Moi, je n'ai pas vécu la libération. Tu as déjà parlé du STO? Vas-y. Papa, hein, son chef pendant la guerre 14, c'était Pétain. Alors il croyait en Pétain. Hein. Bon, bah, c'est vrai, il n'a pas été le seul. Mais bon, quand l'ordre est venu d'envoyer tous les jeunes nés en 1922 pour travailler en Allemagne, c'était pas seulement pour travailler, comment dirais-je, dans des usines d'armement, c'était pour travailler la terre. La preuve, c'est que j'étais dans une ferme. Et il a cru bon, du fait qu'on renvoyait pour 2 prisonniers, pour 2 civils français, en Allemagne, on renvoyait un prisonnier. Hein. Alors, il a pensé que c'était son devoir, que c'était mon devoir d'aller là-bas pour qu'un prisonnier français revienne. D'autant plus que les Allemands savaient que si... moi, j'avais 3 frères en suivant, j'avais un frère Gilbert, 3 ans plus jeune que moi. Bon, ben, si je partais pas, si je me camouflais, c'était Gilbert qu'on venait chercher. Alors, bon, ben, je suis parti.
On était jeunes, on ne se rendait pas bien compte. Tout ça. Et puis alors, en plus, on avait été dénoncé par la mère d'un copain qui était de même âge que moi, qui était parti avant. Elle avait dénoncé tous ceux de Chéran qui n'étaient pas partis. Tous ceux qui étaient nés en 1922, dont je faisais partie. Donc tu as pris le train? Ah oui, on était à Lille, et puis on est arrivé là-bas en Silésie. On a Oui, mais c'était pas un train direct. Tu sais, on s'arrêtait dans des gares quelquefois 1 heure, et puis on reprenait, et arrivait, la machine partait pour tracter un autre train, des autres wagons, puis 1 heure ou 2 heures, on a mis je ne sais plus combien de jours pour faire... Ah, vous avez eu plusieurs jours, c'est clair. Oui. Oh, ouais. Et alors donc c'était assez loin, hein. C'était à l'est. Ah bah oui, hein, on a traversé toute l'Allemagne et l'ancienne Pologne, parce que où j'étais, c'était l'ancienne Pologne. Qui avait été annexée. La Pologne qui a été annexée en 39, quoi. Ou bien en 38, 38, je crois. 38, oui. Ah oui, c'était en dessous de... C'était près de... Où Lech Wałęsa est là, c'est... Dans le ville Non, Katowice. Ah oui, d'accord. Katowice. T'es sûr que tout? Charles a dit que c'est en 39 que ça a été annexé la Pologne. Ouais, c'est Non, ça. mais oui. 38, alors, 38 c'est que le sud-est, c'est que le nord. Et après, c'est- Ah oui. Et alors, donc c'était dans une ferme, tu devais